Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu intimidant, mais qui est absolument crucial pour quiconque fait du business au Maroc. Je parle bien sûr de la fameuse loi 988 sur les obligations comptables. Qu'on tienne une petite écope, qu'on lance sa start-up ou qu'on dirige une grosse boîte, on ne peut pas y échapper. Mais pas de panique, le but du jeu aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne limpide. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'un épicier de Marrakech peut bien avoir en commun avec un grand PDG d'une start-up tech à Casablanca? Eh bien, la réponse, elle est toute simple en fait. Ils partagent une obligation légale, un socle commun qui est vraiment le pilier de toute bonne gestion d'entreprise. Et c'est justement cette obligation qui est au cœur de la loi qu'on explore aujourd'hui. Allez, voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi la compta, c'est un peu le langage du business. Ensuite, on parlera de l'obligation numéro 1, la chose à faire. Puis, on découvrira les 3 livres essentiels à tenir. Après ça, on verra comment on raconte l'histoire financière de l'année. Puis, très important, les raccourcis possibles pour les petites entreprises. Et enfin, on finira avec les règles du jeu à ne jamais oublier. Bon, c'est parti, on attaque. Avant de se noyer dans les détails du comment on fait, c'est super important de comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que toutes ces règles existent? À quoi ça sert, au fond? La réponse, elle tient en un principe clé. Et voilà, une image fidèle. C'est ça le cœur du sujet. Le but, ce n'est pas de nous compliquer la vie avec de la paperasse pour le plaisir, non. Le but, c'est la transparence. La loi veut que les chiffres racontent la vraie histoire de l'entreprise, sans tricher, qu'ils montrent sa santé financière de manière honnête et précise. C'est une question de confiance, en fait. Confiance pour les dirigeants eux-mêmes, pour leurs partenaires, pour les banques et bien sûr, pour l'administration. Ok, maintenant qu'on a le pourquoi, passons au quoi. Quelle est l'obligation numéro 1, celle de tous les jours? C'est vraiment le socle, la fondation sur laquelle tout le reste va reposer. Et la voilà, cette règle d'or. L'article 1er de la loi ne laisse aucune place au doute. Chaque opération, je dis bien chaque opération, une vente, un achat, le moindre mouvement d'argent, doit être noté. Et pas n'importe comment, dans l'ordre chronologique, jour après jour. Et surtout, chaque écriture doit avoir sa preuve, son justificatif. Ça peut être une facture, un reçu, un ticket de caisse, peu importe, mais il faut une preuve. C'est en quelque sorte la mémoire de l'entreprise. Et cette mémoire, elle doit être parfaite. Très bien, on doit tout noter. Mais on note ça où exactement? Sur un bout de nappe? Évidemment non. La loi nous dit qu'il faut utiliser des outils bien précis, des registres officiels. Pensez-y comme au carnet de bord du capitaine d'un navire. C'est là qu'on consigne tout ce qui se passe. Et le système est super logique, vous allez voir. D'abord, il y a le livre-journal. C'est le journal intime de l'entreprise. On y écrit tout ce qui se passe, jour après jour, dans l'ordre. C'est la première étape. Ensuite, on a le grand livre. Là, on fait du rangement. On prend tout ce qui est dans le journal intime et on le classe par thème. Clients, fournisseurs, banques. C'est comme une encyclopédie bien organisée. Et pour finir, le livre d'inventaire. Lui, c'est l'album photo de fin d'année. On y colle les documents finaux pour immortaliser la situation. Tout le système est pensé pour être super rigoureux et traçable. Ok, donc on enregistre tout, on classe tout, mais à la fin, ça sert à quoi tout ce travail? Eh bien, ça sert à pouvoir raconter une histoire, l'histoire de l'entreprise pendant toute une année. Et cette histoire, elle prend la forme de documents très précis qu'on appelle les états de synthèse. C'est un peu le bulletin de notes de fin d'année de l'entreprise. Et ça, c'est super important de le comprendre. L'article 9 insiste là-dessus. Ces 5 documents, on ne peut pas les séparer. C'est un package. On ne peut pas en lire un sans les autres. C'est un peu comme lire un seul chapitre d'un livre et prétendre avoir compris toute l'histoire. Ça ne marche pas. Ensemble, ils donnent une vision complète, à 360 degrés, de l'entreprise. Le premier de ces documents, c'est le bilan. Imaginez que le 31 décembre, on appuie sur le bouton Pause. Le bilan, c'est la photo à cet instant T. D'un côté, tout ce que l'entreprise possède, ses machines, son stock, l'argent en banque. De l'autre, tout ce qu'elle doit, ses emprunts, ses dettes. C'est un cliché net et précis de son patrimoine. Mais une photo, ça ne suffit pas. Il faut le film de l'année. Et ça, c'est le rôle du compte de produits et charges, le CPC. C'est le match de l'année. D'un côté du terrain, tous les revenus, tout l'argent qui est rentré. De l'autre côté, toutes les charges, l'argent qui est sorti. Le score final, c'est le résultat, bénéfice ou perte. Ok, on a le résultat final. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est là que l'état des soldes de gestion entre en jeu. Il nous emmène dans les coulisses du résultat. Il le décompose étape par étape pour nous montrer comment il s'est construit. C'est la recette détaillée qui explique le plat final. Se faire un bénéfice, c'est bien, mais il est où l'argent? C'est la question à laquelle répond le tableau de financement. Lui, il suit le cash à la trace. D'où est-ce que l'argent est venu cette année et où est-ce qu'il est parti? C'est vital pour comprendre si l'entreprise a assez de liquide pour fonctionner au quotidien. Le cash, c'est le nerf de la guerre. Et pour que l'histoire soit vraiment complète, il y a l'éthique. Pensez-y comme aux notes en bas de page d'un livre ou au mode d'emploi.
Il donne le contexte, il explique les choix qui ont été faits, il donne des détails importants qui ne sont pas dans les chiffres bruts. Sans lui, on risque de mal interpréter tout le reste. Bon, on arrive maintenant à la partie qui va sans doute intéresser beaucoup de monde, les simplifications. Parce que, et c'est ça qui est bien fait, la loi est intelligente. Elle sait très bien qu'on ne peut pas demander les mêmes efforts à une petite boutique de quartier et à une multinationale. Alors elle a prévu des adaptations. Voyons ça de plus près. Et le premier chiffre clé à retenir, le voici, 2 millions de dirhams. C'est le montant du chiffre d'affaires annuel qui marque la première grande frontière. Si une entreprise est en dessous de ce seuil, alors là, la loi offre des allègements vraiment intéressants. Regardez ça, la charge administrative est considérablement réduite. Fini l'enregistrement ligne par ligne, on peut faire un résumé à la fin de la journée. On est dispensé du fameux grand livre. Pas besoin de courir au tribunal pour faire viser les registres. Franchement, c'est un gain de temps et d'énergie qui est juste énorme pour les petites structures. Ensuite, on a le deuxième palier important, 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Si on est entre 2 et 10 millions, on est dans une catégorie intermédiaire. Et au-delà de 10 millions, eh bien on joue dans la cour des grands avec toutes les obligations. Et ce tableau, c'est la synthèse parfaite. Il résume tout brillamment. On voit tout de suite que les obligations changent en fonction de la taille. Par exemple, tant qu'on est sous les 10 millions de chiffre d'affaires, on est dispensé des états les plus complexes. Et ce n'est qu'au-delà de ce seuil qu'on doit formaliser toute son organisation comptable dans un manuel. C'est une approche progressive qui accompagne la croissance de l'entreprise. Allez, on arrive au bout. Pour finir, voyons ensemble quelques règles d'or. Celles-ci, elles s'appliquent à tout le monde, sans exception. Petit ou grand, c'est la même chose. C'est un peu les commandements de la compta. Ces points sont fondamentaux. D'abord, on garde tout pendant 10 ans. C'est non négociable. C'est la mémoire légale de la boîte. Deuxièmement, on ne triche pas. Pas de page arrachée, pas de blanc, pas de rature. Les registres doivent être impeccables. Troisièmement, on reste cohérent. On ne change pas les règles du jeu en cours de route, sinon on ne peut plus rien comparer. Et enfin, on reste cohérent. On a 3 mois après la fin de l'année pour sortir ses comptes, pour que l'info soit fraîche et utile. Et attention, parce que si on ne respecte pas ces règles, il y a une conséquence très concrète. L'article 23 est très clair là-dessus. Si la compta est mal tenue, l'administration fiscale peut tout simplement dire « Désolé, mais ça ne vaut rien ». Et là, ça peut faire très mal, avec des redressements fiscaux à la clé. Donc vous voyez, bien faire sa compta, ce n'est pas juste une obligation, c'est une véritable protection. Et on va terminer là-dessus avec cette question à méditer. Parce qu'au final, une fois qu'on a dépassé l'aspect obligation légale, on se rend compte qu'une compta bien faite, c'est un outil de pilotage extraordinaire. C'est le meilleur tableau de bord pour prendre les bonnes décisions, pour voir où on va, pour assurer l'avenir de son business. La loi, elle donne les règles du jeu, mais c'est à chaque entrepreneur de transformer cette contrainte en un véritable avantage stratégique. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon vous a été utile. Merci beaucoup et à